Donc aujourd'hui, on va effectivement faire par webinaire ce qu'on avait vu en séminaire à Paris. Alors bien sûr, j'ai été obligé de couper un petit peu de manière à ce que ça puisse tenir sur 1 heure et demie à peu près, au lieu de 3 heures. Alors c'est pas dramatique parce que on va voir en fait, hop, on va voir en fait le principal, je dirais, sur les méthodes statistiques. Au travers d'une seule méthode, on fera juste le Turnaround Tuesday. Donc, je me suis trompé là, mais c'est pas grave. Donc, juste une méthode parmi toutes les méthodes d'Investui que nous avons pu examiner avec backtest, etc. Alors, ce qui sera intéressant particulièrement, c'est non pas tellement la méthode elle-même. La méthode, elle est connue, elle est applicable par tous. Mais bon, on peut la vérifier avec le backtest. Et d'autre part, vous aurez possibilité de voir comment on améliore en fait les choses avec l'utilisation de filtres sur la NanoTrader. Et dans un deuxième temps, nous verrons des méthodes basées sur les cours et indicateurs, c'est-à-dire que on verra deux sujets en fait, les lignes de cassure haussière donc qui sont des signaux, et la zone neutre qui est une sorte de filtre signal à la fois, et qui est assez intéressant, que j'utilise personnellement quand je fais du trading, non pas en automatique, mais en discrétionnaire. Puis, toujours pour continuer sur le discrétionnaire, on verra des configurations qui sont basées sur l'expérience et la façon de les détecter et de les utiliser surtout, ce qu'elles veulent dire et comment fonctionne le marché, quelle est la relation en fait entre les figures et l'évolution des différentes forces sur le marché. Parce qu'il est assez intéressant de savoir comment fonctionne le marché et du coup d'interpréter correctement les figures. Donc, on va parler aujourd'hui du Turnaround Tuesday, suivant la méthode Investui. Alors voilà la méthode, en fait, ça repose sur une statistique sur plusieurs années, plus de 10 ans. Ce n'est que lorsque le DAX montre des signes de faiblesse qu'une position est achetée lundi soir et vendue mercredi matin. Donc, si on a l'environnement favorable, on achète le lundi soir et on revend le lundi matin. Alors vous voyez que le Turnaround Tuesday, c'est en bleu, donc vous avez le gain, en fait, l'évolution du gain sur cette figure entre les différentes possibilités, les différents setups, en fait, couverts par Investui. Alors, je dirais juste un petit mot. Je t'interromps une microseconde, Eric. Si tu peux remettre la diapositive précédente sur ce que tu as montré. Donc, ce qui est surtout important à montrer, à expliquer, c'est que là, on a des courbes de backtest depuis 2009. Comme vous voyez, la courbe qu'a présentée Eric, elle commence en 2009. Donc, vous pouvez voir effectivement les différentes évolutions des 4 stratégies qui sont utilisées dans Investui. Et il faut savoir que Investui, c'est désormais un compte géré et proposé par Selfinvest, et ce dernier est possible et disponible depuis le 1er janvier 2020 seulement, je dirais. Mais là, on en montre un long backtest. Donc, ce qui veut dire que sur l'année 2020, c'était 33,1% de gains avec seulement 2 stratégies gagnantes. Et l'année dernière, donc 2021, ça a été 19% et avec 4 stratégies gagnantes, donc un gain net de 17,5. Autrement dit, en 2 ans d'existence, le compte Investui a gagné plus de 50% pour l'instant. Donc voilà, c'était juste pour préciser, pour bien montrer que le graphique qu'on a à l'écran, c'est un backtest, on remonte jusqu'à 2009. Maintenant, ce que vous pouvez trouver sur le site Investui aujourd'hui, c'est les performances réelles et elles commencent depuis janvier 2020. Voilà, je voulais juste apporter cette toute petite précision. OK. Voilà. Donc voilà comment ça se passe en fait, c'est tout simple, on achète, nous on a décidé de le tester en achat à 17h30 et la sortie vers 8h ou 8h30 par là.
Donc, voilà, on achète donc, vous voyez, à ce niveau, et vous voyez ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire quand la journée est bien haussière, eh bien, c'est bien pratique parce qu'on prend en fait toute la journée haussière, qui est le mardi, et qui est le jeudi, pardon, et qui permet d'avoir des gains substantiels sur 10 ans et plus. Si vous avez mardi. Voilà un autre type. Alors là, ça se passe pour vous montrer que ça se passe pas toujours forcément correctement, avec un achat qui se situe ici et une vente ici. Pardon. Donc une baisse quand même relativement importante. Enfin, bon, pas énorme, mais tous les trades ne sont pas gagnants. Faut pas s'affoler. Donc. Alors quel est le résultat en fait de l'application de cette méthode globalement? Alors, si l'on utilise simplement achat le lundi soir et revente mercredi matin, on s'aperçoit que la performance globale, ici sur 506 trades, c'est-à-dire depuis 2012 jusqu'à 2021, on voit que le trade moyen, ici, mince, pas prévu ça, le trade moyen est de 347 €, ce qui fait qu'on gagne en moyenne 347 € avec la méthode brute, hein, sans le filtrage, hein, et avec un pourcentage de trade gagnante qui est de 56%. Donc c'est relativement intéressant. Maintenant, c'est sujet aux frais, tout ça, et ça, il y a quand même beaucoup de trades, d'où l'intérêt qui a été de filtrer en fait ces 506 trades de manière à essayer de garder un maximum de gagnants et d'éliminer un maximum de perdants. Alors, c'est ça qui est intéressant, je pense, parce que ça peut s'appliquer à tout système de trading, c'est la recherche des filtres adéquats. Donc ici, je vous propose un premier filtrage avec le RSI. On est sur du 5 minutes, on prend donc 168 comme filtrage du RSI. 168, ça correspond à une journée entière en 5 minutes. Et vous voyez ce qui se passe. Alors ça, c'est l'interprétation qu'on va donner au RSI. Si on entre dans la zone supérieure, ici, alors on ne fait rien. On vend en fait, mais comme c'est un système acheteur, on ne fait rien. Si on entre entre les deux zones, alors on va rester neutre. Et ce n'est que si le RSI passe en zone inférieure que là, on a une possibilité d'achat. Ça correspond tout à fait à ce n'est que lorsque le DAX montre des signes de faiblesse. Voyez. Donc sur la base de l'analyse technique, ça c'est vague. Et donc, première proposition, un filtrage avec le RSI. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose de quand même très intéressant globalement, surtout au niveau de la courbe de gain que vous avez ici. Si vous avez en tête la courbe de gain antérieure, vous aviez vu qu'il y avait un petit peu des vagues, des périodes de gain, des périodes de perte qui alternaient, qui étaient relativement importantes. On peut le revoir très vite. Voilà. Voilà donc la courbe, vous voyez, avec des périodes difficiles, des périodes où il ne se passe rien, et puis une bonne période sur la fin, mais quand même avec des drawdowns relativement importants, c'est-à-dire que notre compte, en fait, puisque ça c'est l'expression en valeur de notre compte, subissait quand même des périodes de perte pas négligeables. Donc avec le filtre RSI qu'on a ici, vous voyez que on arrive effectivement, comme l'indiquait WHS dans ses backtests, à avoir quelque chose de relativement régulier, une petite période de plat ici, mais c'est absolument pas dramatique. Et souvenez-vous, le trade moyen était de 350, je crois, et là, le trade moyen est de 657, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre sur le marché, en moyenne, on gagne 657 €. Donc là, ça commence à être vraiment intéressant. C'est un filtre que l'on peut utiliser beaucoup. Souvent, on pense qu'il est plus intéressant d'utiliser un filtre quand le RSI, par exemple, passe dans la zone haute, hein, parce qu'on pense qu'il y a une possibilité que ça indique que le marché est haussier. Oui et non, le RSI, quand même, c'est un indicateur de gain. Et il est en fait plus intéressant la plupart du temps d'aller racheter quand le RSI est bas, de manière à avoir un potentiel de gain qui est plus important sur les systèmes acheteurs, bien entendu.
L'autre possibilité de filtrage dont je voulais vous parler, c'est le Mogilev Trend Filter. Alors, le Mogilev Trend Filter est un filtre intéressant dans la mesure où il n'y a pas que deux états, ou bien les états habituels du filtre, c'est ça passe ou ça passe pas, je filtre ou je ne filtre pas. Là, vous avez 8 états en fait qui sont disponibles sur le Mogilev Trend Filter, ce qui permet d'examiner chaque état et pour chaque état de savoir si on a intérêt à utiliser la méthode ou pas. Alors, quels sont ces états? En fait, ici, vous voyez, s'il vaut entre 1 et 2, ça veut dire que le marché est considéré comme ayant une poussée baissière, pardon, une poussée baissière. La différence entre 1 et 2, si c'est 1, ça veut dire que la dernière bougie dénote également une poussée baissière. Si c'est 2, ça indique que la dernière bougie, par contre, note une poussée haussière. Mais on reste globalement baissier, dans un marché qui est relativement baissier. Là, ce qui est intéressant, c'est 3-4. 3-4, c'est une période détectée comme étant un range. Un range est pareil avec la dernière bougie baissière ou la dernière bougie haussière pour le 4. Un range a dominante légèrement baissière. Si on veut un range à dominante légèrement haussière, c'est ça. Là, le Mogilev Trend Filter détecte un range à dominante globalement haussière. Puis, si on a entre 7 et 8, ça veut dire simplement que le Mogilev Trend Filter détecte une poussée dominante haussière, et que la dernière, en 7, ce n'est pas la dernière bougie n'est pas haussière. En 8, la dernière bougie dénote une poussée haussière également à très court terme. Alors voilà les possibilités de filtrage ici sur l'indicateur. Donc il s'avère que pour le système qui nous intéresse, il sera intéressant de filtrer le cas 1, c'est-à-dire ne pas suivre le signal si on est dans le cas 1, mais le suivre uniquement dans le cas 2 et dans le cas 4, c'est-à-dire ici et là. Seuls ces deux cas sont pris en compte. C'est-à-dire qu'on est globalement baissier, effectivement, que ce soit en carrément poussée baissière ou un range avec une légère poussée baissière, et on prend uniquement quand la dernière bougie quand même a noté une petite poussée haussière, donc une petite réaction. Par contre, on élimine tout ce qui est en haut. Donc, on est bien dans le cas, ce n'est que lorsque le DAX montre des signes de faiblesse. Donc, c'est effectivement des signes de faiblesse qui étant dans une poussée baissière. Donc, voilà ce que donne maintenant la courbe de gain. Vous remarquez tout de suite qu'il y a beaucoup moins de signaux parce qu'on a filtré un petit peu à l'extrême. Nous avons une période de plat ici, une période pendant laquelle le filtre ne détecte pas assez de positions gagnantes ou trop de positions perdantes. Là, c'est plutôt pas assez de positions potentiellement gagnantes. Par contre, le trade moyen, souvenez-vous, on était à 650 avec le RSI à peu près, et là, on est sur les 900, 936. Ça veut dire que lorsqu'on rentre sur le marché, en moyenne, on gagne 936 €. Commission incluse. J'ai inclus les commissions ici. Donc, par contre, on n'a plus que 116 trades parce qu'on a beaucoup filtré. Donc, notre gain global, si vous voulez, sera moins important puisqu'on a quand même nettement moins de trades. Par contre, il sera beaucoup plus régulier. Donc ça, c'est une deuxième possibilité de filtre. Ça, c'est un filtre que je vous conseille, dont Alain vous parlera un petit peu plus tard par mail, je pense. Et c'est un filtre très, très intéressant qui peut transformer très souvent des systèmes moyennement gagnants en des systèmes nettement gagnants et beaucoup plus sécurisés surtout. Une troisième possibilité de filtre, c'est le filtrage par moyenne mobile. Alors, le filtrage par moyenne mobile, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple possible. Donc ici, c'est tout simple, il y a la moyenne mobile qui est ici. Bon, si on est au-dessus, eh bien, on ne prendra pas les signaux. Si on est en dessous, on prendra les signaux.
C'est-à-dire que si on est, vous voyez, ici, on prendra les signaux, alors que si on est là, on ne prendra pas les signaux. On ne prend les signaux que lorsque le DAX montre des signes de faiblesse. Voilà la courbe de gain associée. Alors, c'est relativement rare que les filtres basés sur la moyenne mobile soient aussi performants, mais là, force est de constater que le filtre est quand même assez performant. Il élimine les périodes de baisse, en fait, les périodes où l'on perd de l'argent, plus exactement. Par contre, il y a quelques plateaux effectivement, où pendant un certain temps, on ne gagne pas d'argent, comme ici ou là, mais ça n'a rien de dramatique. Hein. Les systèmes ne peuvent pas gagner de l'argent vraiment en permanence, ou alors c'est le Graal. Donc, on a ici un trade moyen qui est inférieur à ce qu'on avait avec le Mogalef Trend Filter, mais un nombre de trades plus important, ce qui nous conduit à un gain plus important globalement. Par contre, une sécurité un petit peu moins grande, toujours commission payée à l'avance. Donc là, vous avez vu 3 sortes de filtres. Ce sont des filtres que vous pouvez appliquer aussi bien en automatique qu'en discrétionnaire. Si vous cherchez, par exemple, dans une tendance lourde, globalement haussière, si vous cherchez le moment d'entrée, eh bien ces moments d'entrée, vous avez vu, seront en général sous une moyenne mobile relativement courte, hein, disons une moyenne mobile 20, et, enfin pas forcément d'ailleurs, mais même une moyenne mobile encore plus courte, et éventuellement dans la zone basse de RSI, quand le RSI rentre dans sa zone basse, ou quand le Mogalef Trend Filter indique que la poussée globale est négative, mais la dernière poussée est positive. Ça, c'est pour les systèmes acheteurs. Je vous rappelle qu'on est sur un système exclusivement acheteur. Est-ce que j'ai été trop vite pour le début ou pas? Ces gains je vois les questions. Donc, Steven, ces gains obtenus sont liés à quel nombre de contrats achetés? Un seul. Un seul, hein, ici en l'occurrence. Donc, un seul contrat sur le DAX. On a, si on se fait 4, 4 x 6, 24, on a à peu près 25 points. 25 points nets en moyenne. Donc, là, pour cette partie-là, je vous invite quand même à vous pencher un petit peu sur les filtres. Les filtres, c'est en général ce qui fait gagner. On va rentrer dans la deuxième partie. Je vous prie de m'excuser. Dans la deuxième partie, donc les méthodes et configurations basées sur les cours et les indicateurs. Donc là, on est à la fois éventuellement dans le trading automatique, mais surtout en fait dans le trading discrétionnaire. Donc je vous montre un petit peu de quoi je me sers et comment je me sers et comment je vois le marché, de manière à ce que si ça vous convient, vous utilisiez les mêmes outils ou que vous utilisiez ces outils avec une manière légèrement différente. Ça libre à vous, chacun en fait sent le marché à sa manière. Alors, il y aura donc le trading des lignes de cassure haussière et une vision de marché, la zone neutre. Alors, les cassures haussières, c'est relativement simple. C'est un indicateur qui est en standard sur la nano, vous voyez, qui trace, on le voit en noir ici, une ligne entre deux sommets successifs ou pas, hein, mais deux sommets avec une pente ou plate ou baissière. Et ensuite, une fois que ces relations entre deux sommets, une fois que la ligne est tracée, alors commence une ligne verte, en fait, ici en l'occurrence, qui, quand elle est dépassée en clôture, c'est réglable, hein, ça peut être dépassé tout court ou dépassé en clôture, mais en général, en clôture, c'est plus performant. Donc, quand elle est déplacée en clôture, vous donne un signal d'achat que vous gardez un certain temps ici. Donc là, vous avez un exemple sur une poussée haussière, sur une tendance haussière et sur une corrective. On va voir ce que c'est tout à l'heure, si je me souviens bien. Donc, pour les cassures,
Donc on utilise un générateur de tracé de cassure. Le signal s'appelle sur la NanoTrader, vous l'avez en standard, hein, c'est le signal Bullish Breakout. Là, je vous le montre dans le pack Mogalef, mais je vous montrerai en fin de présentation où le trouver dans la plateforme standard, c'est-à-dire en version gratuite complètement. Hein. C'est un signal que j'ai offert, entre guillemets, à WHS, ainsi que le signal de MACD divergence d'ailleurs. Donc ce signal, vous le trouvez parmi... ah ben non, mais c'est ça, c'est bon, alors, pardon. Autant pour moi. Voilà. Alors voilà où le trouver dans la plateforme pour le signal gratuit. Ah, je croyais que j'avais fait l'inverse, mais c'est ça. Donc vous allez parmi vos indicateurs dans WHS Store, ensuite dans WHS, ensuite dans signaux, enfin signaux, ouais, et ensuite sur EL Bullish Breakout Line. Donc voilà le signal, et ensuite le signal lui-même est là en bleu. Donc vous voyez, il y a un sacré chemin pour y arriver. Si on ne le connaît pas, c'est pas évident de le retrouver, je pense. Donc là, vous avez la possibilité de vous noter ça dans un coin, d'en faire un des indicateurs préférés. C'est un indicateur donc de signal qui sera à insérer dans le graphique principal sous forme de Sentimentor, c'est-à-dire d'indicateur en fait. Donc, si vous voulez télécharger une autre version de cet indicateur, il est en téléchargement gratuit sur Mogalef Trading. Vous le trouverez en page d'accueil dans la version française. Donc là, il est un petit peu, cette version-là est améliorée au sens où elle vous prévient quand la ligne est tracée. C'est-à-dire que la version standard va vous prévenir quand la ligne est dépassée. Alors, si vous êtes en discrétionnaire, vous êtes prévenu, et le temps que vous arriviez, peut-être, ou que vous regardiez, ce sera fait, quoi. Alors que la version nouvelle, qui est donc en téléchargement sur mogalef.com, cette version nouvelle vous prévient aussi à partir du moment où la ligne noire est tracée. C'est-à-dire, quand la ligne noire est tracée, vous avez un premier signal, qui peut être un signal sonore, une fenêtre qui s'ouvre, ou même un mail. Et vous avez un deuxième signal un signal sonore, donc quand la prolongation de la ligne est cassée. Donc c'est quand même relativement intéressant, surtout pour les gens qui travaillent en discrétionnaire. En automatique, ça n'apporte rien, mais en discrétionnaire, c'est intéressant, ça évite de regarder non-stop sans arrêt. À partir du moment où une ligne est tracée, clac, signal, donc vous commencez à regarder, et vous voyez, 5-10 minutes après, hop, vient le signal. Et là, vous êtes prêt. Alors, il est recommandé globalement, avec ce signal, de ne pas descendre en dessous de 5 minutes. En 1 minute, ça commence à être un petit peu, vous êtes vraiment dans le bruit du marché, donc ça commence à ne plus être extrêmement intéressant ou extrêmement pertinent, plus exactement. Alors bien sûr, quand on est en discrétionnaire en particulier, on peut céder d'autres critères et particulièrement, je dirais, des supports à résistance pour sélectionner les signaux. C'est-à-dire essayer de prendre des signaux au moment, si ce sont des signaux haussiers, au moment où on est proche d'un support. Et éviter de prendre les signaux, par exemple, au moment où on est proche d'une résistance. Ou alors juste au passage de cette résistance. C'est-à-dire qu'il faut que le signal soit simultané avec le passage d'une résistance. Ça, c'est possible aussi. On va voir des exemples. Donc là, voilà un petit exemple sur le Wall Street CFD, c'est-à-dire le Dow Jones. Vous avez, voyez, les tracés qui sont en noir, puis la prolongation en vert. Donc ici, bon, on détecte une petite horizontale, vous voyez, le marché est descendu, et hop, on passe cette horizontale. Alors, il y a éventuellement derrière, effectivement, un petit pullback derrière, et puis, globalement, on arrive à suivre le marché. Là, éventuellement, vous aviez un deuxième signal, mais qui est en pleine nuit, mais pourquoi pas, et un troisième signal ici, avec le passage de la prolongation de la ligne en finale. Donc là, c'est du 15 minutes. Donc, qui ne va être rentable que pendant 3/4 d'heure, en fait. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un bet stop suiveur. Hein, c'est un trailing stop end of period, c'est-à-dire mis à jour à la fin de chaque bougie, qui
qui est réglé ici à 1,2 ATR. Donc, il est réglé sur la volatilité, en fait. Hein. D'autres exemples. Alors, ça, c'est relativement intéressant ici, bien sûr. Vous avez une prolongation de ligne, un signal qui est là. Là, on voit qu'en période fortement baissière, il y a beaucoup moins de signaux qui sont donnés. En fait, vous voyez, même avec une ligne très pentue, si je puis dire, l'extension ici n'est jamais dépassée en clôture, tant qu'on est dans la période baissière. Par contre, elle est dépassée quand il y a une réaction. Et là, il y a une petite réaction derrière. Donc, l'intérêt aussi de ce signal, c'est qu'il y a moins de signaux d'achat quand le marché est baissier que quand le marché est haussier. Et là, on voit que tous les signaux ne sont pas bons, hein, comme d'habitude. Ici, vous avez une détection entre un premier sommet, ici, un deuxième, ici. On pense que ça va repartir, mais non, ça part de travers, puis ça descend. Donc, tous les signaux ne sont pas à suivre. Faut faire attention à avoir une sélection. Alors, peut-être y avait-il une résistance, en particulier peut-être sur les 36 000, ici, qui avait été touché, qui est quand même un sacré contron. Donc, si on veut avoir une idée objective donc, de la pertinence des signaux, on peut, des signaux que vous voulez suivre, hein, en particulier celui-ci, la cassure par exemple, on peut utiliser la NanoTrader Full, celle qui permet de faire des backtests, pour examiner les gains générés par ce signal. Voici ici les gains générés par le signal sur la période récente, en fait, enfin sur une période qui était récente à l'époque, qui était la dernière période vue, avec, vous voyez, des tracés de résistance de canaux que j'avais utilisés personnellement. Donc, on voit que le trend moyen, est de 35 points. 35 points sur Wall Street, c'est pratiquement du bruit, hein, mais c'est quand même pas négligeable. Ça avec un CFD. Hein. 35 points donc avec un CFD. Les commissions ici ne sont pas incluses, donc il faut compter le spread et les commissions à soustraire à ce gain moyen. Disons que vous n'ayez pas de chance avec un gros spread, et donc ça vous descend peut-être à 30 points. 30 points d'espoir de gain à chaque trade, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà ce que donne la cassure haussière. Ici en 608 trades, en 5 minutes, 5 minutes, sans filtre de tendance. Donc là, on voit que par contre, le trend moyen est très faible, hein, 5 points en moyenne. Donc on voit que le signal en lui-même ne suffit pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va être nécessaire de filtrer ou bien visuellement avec une analyse technique ou bien automatiquement avec des filtres tout faits. Donc voilà ici un exemple de filtrage qui est un filtrage avec le Mogalef Trend Filter. Donc là, on tombe seulement à 362 trades. Le trade moyen monte à presque 10 points, mais ça reste relativement faible. Donc vous voyez, il est nécessaire absolument sur le 5 minutes, de pratiquer une sélection visuelle suivant l'analyse technique, à mon avis, en utilisant en particulier les supports à résistance. Alors, sur le 5 minutes, on a un trade moyen d'une dizaine de points. Il faut savoir que plus vous allez vers des unités longues, c'est-à-dire le 15 minutes, puis le 30 minutes, puis éventuellement même l'horaire, plus vous aurez des objectifs éloignés, donc plus votre trade moyen a des chances d'être important. Donc il est statistiquement plus intéressant pour la plupart des traders, pas la totalité, mais la plupart, de travailler sur des unités de temps du genre 15 minutes. 15 minutes, c'est une unité de temps qui va générer moins de pertes dramatiques, disons, et surtout plus d'espoir de gain. Quand on est sur le marché, si on essaye de grappiller 2-3 points,
c'est très difficile de s'en sortir compte tenu des commissions que l'on paye et du spread, c'est-à-dire de l'écart en fait entre les acheteurs et les vendeurs que vous allez payer, hein, forcément quand vous achetez. Donc, moi, je vous conseille donc d'utiliser des filtres d'une part et d'autre part d'utiliser des unités de temps qui sont supérieures aux 5 minutes. Le 5 minutes peut être intéressant, mais il faut chercher dans ce cas des mouvements de plus grande ampleur. Donc avoir une méthode qui n'est pas relativement court terme comme la cassure. La cassure sera plus efficace sur le 15 minutes ou sur le 30 minutes. Voilà, et je voulais vous parler également de ce que j'utilise assez régulièrement, c'est-à-dire la zone neutre. Alors, je définis en fait une zone vers laquelle de laquelle les cours s'éloignent dans un premier temps et vers laquelle les cours reviennent la plupart du temps dans un deuxième temps. Je suis en train de regarder les questions, pardon. J'ai sauté une question. Là, j'avais une question de Steven. Peut-on attendre que les cours dépassent la ligne verte et reviennent la tester ou la toucher pour prendre position? Vous pouvez le faire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que veut dire Steven. On va revenir sur... voilà. Donc, ce qu'il voudrait faire, en fait, c'est attendre que les cours reviennent sur la ligne verte, par exemple ici, pour prendre position. Alors, on peut le faire, bien sûr, mais globalement, ça ne va pas être rentable. Ça ne va pas être rentable parce que vous allez rater tous les mouvements qui partent directement, qui sont les mouvements la plupart du temps les plus puissants. Hein. Donc ceux-là, vous allez rater parce que vous attendrez un pullback. Et quand vous avez quand le pullback se produit, en fait, il y a encore deux possibilités. C'est-à-dire, effectivement, c'est un pullback, mais il y a une autre possibilité. Finalement, le signal s'arrête là et on va le descendre. Donc, c'est pas évident que l'attente du pullback, du retour sur la ligne verte, soit une stratégie gagnante. Donc, je reviens sur la zone neutre. Alors, vous voyez, la zone neutre est définie pour moi par deux indicateurs qui sont en standard, bien sûr, sur WHS. Alors, le WHS retracement 90, RET 90, donc WHS RET 90, qui est à la fin des indicateurs WHS. C'est un indicateur qui vous indique un retracement, en fait, de 50% des 90 dernières bougies. C'est-à-dire, il est situé toujours entre exactement au milieu de la différence entre la plus haute bougie des 90 dernières bougies et la plus basse bougie des 90 dernières bougies. Au milieu se trouve le retracement 90 à 50% donc de cette distance. Alors, ce qui m'intéresse dans le retracement 90, c'est de définir des phases de marché en fait. Vous voyez ici par exemple, vous avez une phase où le marché part à la hausse. Donc globalement, je vais le colorer en vert, hein, ça correspond à comment dire, ça correspond, c'est pas un état de marché parce que c'est en soi un signal quasiment. Donc ça peut être utilisé comme filtre ou comme signal, le passage au vert ou le passage au rouge, c'est à voir. Donc vous avez dans un premier temps une tendance. Alors, ce que j'appelle une tendance, c'est quand on s'éloigne de cette zone neutre définie par le retracement 90 et la moyenne mobile exponentielle 150 qui est en bleu ici. Donc entre les deux, ou plus exactement autour des deux, se situe ce que j'appelle la zone neutre, c'est-à-dire la zone de range finalement. Hein. La zone qui va devenir range ou vers laquelle les cours vont revenir de toute façon. Si les cours ne reviennent pas d'eux-mêmes, c'est la zone qui se déplace. Donc une première partie, une première phase, c'est l'éloignement de cette zone neutre, qui est une phase de tendance, une tendance haussière ici en l'occurrence, et la deuxième phase, c'est le retour vers la zone neutre, qui est une correction, ici donc une correction baissière. C'est-à-dire qu'en général, vous avez systématiquement une tendance, une correction. Après, on reste, vous voyez, en moyenne dans la zone neutre avec une dominante un petit peu négative, ce qui est indiqué par le côté rouge ici, si on ne le voit pas. Et derrière, vous avez une extraction qui déclenche immédiatement la détection de tendance, c'est-à-dire on s'éloigne de la zone neutre
et on y revient en correction derrière. Et là, on passe en zone baissière, par contre. Une zone baissière ici qui est un peu plus hachée. Là, je voulais vous montrer. D'accord? Quand on est en zone d'éloignement comme ça et que se situe une cassure haussière, alors on a intérêt à essayer de rentrer sur la cassure parce qu'on est dans un mouvement qui s'éloigne globalement de la zone neutre et essayer de prendre une partie du mouvement ou la totalité du mouvement. Ici, il fallait rester 1 heure pour avoir la totalité du mouvement. Il fallait rester en position 1 heure. Là, par contre, vous voyez, sur cette cassure, c'était pas évident de le prendre parce qu'on est bien en haussier, mais par contre, on n'est pas encore en train de s'éloigner de la zone neutre. Ici, c'est la même chose sur cette cassure. On n'est pas en train de s'éloigner de la zone neutre, on est encore quasiment dessus. Donc, c'est plus difficile de rentrer sur ce genre de choses et en général, un potentiel moins important. Alors, remarquez également que éventuellement, on ne prend pas les signaux haussiers lorsque l'on est à une tendance baissière, qu'on a globalement une tendance baissière, et même quand la tendance est relativement faible, en fait, qu'on est vraiment dans la zone neutre elle-même, qu'on n'en sort pas, là, on ne prend pas non plus les cassures. Alors, on peut utiliser donc de façon systématique la zone neutre. Donc, en fait, l'utilisation de façon systématique permet de tester l'efficacité de la zone neutre, hein, de savoir si c'est un filtre de tendance relativement intéressant ou pas. Alors ici, le principe, en fait, c'est quand on passe au vert, on achète, et quand on passe au rouge, on vend. Tant que c'est pas vert, on reste vendeur. Tant que la tendance est verte et elle n'est pas rouge, on reste acheteur. Donc ça, c'est le test. C'est simplement pour tester, en fait, le filtre lui-même. Donc on voit ici les cours. Les cours ici, c'est du France 40 sur 1 an à peu près, un peu moins. Voilà ce que donne l'utilisation de la zone neutre. Donc, on voit que toute seule, si on suit ce système-là, si on suit le système zone neutre, on va dire, on arrive quand même à quelque chose de gagnant. Ce qui fait que on peut en déduire que cette vision donne quand même un avantage sur le marché. Maintenant, ce n'est pas en l'utilisant comme un signal qu'on va gagner vraiment de l'argent. On va gagner de l'argent en comprenant en fait ce qui se passe quand on s'éloigne ou quand on revient. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en tendance? Est-ce qu'on est en corrective? C'est ça. Donc, c'est en entrer dans le marché d'après cette vision que personnellement, j'arrive à essayer de filtrer mes trades avec la zone neutre. Mais la plupart du temps, il faut y adjoindre une autre vision discrétionnaire, c'est-à-dire un signal, un vrai signal, ou plusieurs. Aïe, 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 je suis en retard. Donc, zone neutre et cassure. Alors, vous voyez ici les inverses de la cassure baissière, qui est de la cassure haussière, qui est la cassure baissière. Et on voit qu'effectivement, dans une tendance baissière, en utilisant non plus les cassures haussières, mais les cassures baissières, on arrive à avoir des trades relativement intéressants, des possibilités de gains relativement intéressants, avec des cassures qui sont quelquefois assez nettes comme ça, d'autres ici qui sont assez importantes, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à gérer comme celle-ci. Par contre, si on veut être propre, on sera forcément amené à laisser passer des signaux. C'est-à-dire que celui-ci, qui est a posteriori un très bon signal, hein, normalement, comme on est encore dans une poussée relativement bonne, on aura du mal à le prendre, sauf à supposer que nous sommes dans une correction. C'est-à-dire qu'après une tendance, on va avoir une correction qui va rejoindre la zone neutre. Donc ça, c'est une possibilité d'interprétation. Compte tenu de l'endroit, c'est-à-dire ici précisément, où se situerait l'entrée sur le marché, on voit qu'on a une possibilité ici et là de support. Donc, il est à mon avis relativement dangereux de le prendre. Même si, quand on regarde le graphe a posteriori, mais c'est toujours facile a posteriori, même si a posteriori, c'était une très belle entrée.
On arrive à la partie dure, si je puis dire, du webinaire, les méthodes basées sur l'expérience. Donc, on va parler de la sortie de range, on va parler de l'accélération de mouvement et on va parler de l'action-réaction, les deux derniers étant relativement liés. Pour comprendre, en fait, comment fonctionne le marché, il faut avoir une idée globale des flux. Les flux, je vous les ai représentés ici. C'est-à-dire qu'il suffit de suivre les flèches, globalement. Vous êtes au départ parmi les indécis, c'est-à-dire parmi cette zone ici, en jaune, et vous avez deux possibilités, acheter ou vendre. Si vous décidez d'acheter, c'est-à-dire vous partez dans ce sens-là et vous achetez, hein, vous allez sur le marché pour acheter. OK. Et une fois que vous avez acheté, vous vous trouvez parmi les acheteurs. Les acheteurs qui se posent la question, dois-je revendre? Donc les acheteurs sont potentiellement des vendeurs. Plus les acheteurs, plus les gens en position d'achat, hein, quand je dis les acheteurs, c'est en position d'achat, plus ils sont nombreux, plus il y a une possibilité de vente massive, donc de baisse des cours à venir. À l'inverse, et une fois qu'ils ont vendu, vous voyez, on va directement rejoindre les indécis, ou bien on inverse les positions, ce sont les flèches marron. Ça, on va très peu le traiter parce que c'est assez rare qu'on inverse systématiquement les positions. Et inversement, bien sûr, si vous êtes vers les indécis et que vous vendez sur le marché, alors vous passez dans les acheteurs potentiels, ceux qui se posent la question, dois-je racheter? Donc, je vous ai mis un petit laïus là sur, le trajet en fait des acheteurs et des vendeurs. Je vous laisserai le lire. Alors, le PDF de la conférence sera disponible demain après-midi. Donc, il faut juste que je peaufine un petit peu. Il sera disponible demain après-midi sur le site Mogalef Trading. Donc, je vous montrerai où le trouver. Je le mettrai en page d'accueil français. Donc, il suffira d'aller sur la page d'accueil et de demander à la voir en français. Et je vous mettrai un bouton pour télécharger le PDF de la conférence. Alors, un exemple de range. Ah oui, parce que là, on parlait du range. Donc, quand même, on va en parler un petit peu là. Mais sortie de range, donc, c'est un déséquilibre entre les intervenants. Donc, pour les hausses, le groupe des acheteurs est plus actif, en fait, que le groupe des vendeurs potentiels. Et on observe souvent une incapacité des cours à redescendre sur le support, en fait. Après passage d'une résistance, par contre, il est courant que le groupe des vendeurs potentiels, c'est le fameux pullback, hein, se renforce. Ça engendre un pullback. Donc, il y a un petit peu des vendeurs potentiels qui vont sur le marché et qui disent, ça y est, j'ai pris un petit peu, bon, je m'en vais, et qui font baisser les cours. C'est le phénomène du pullback. Alors, bien sûr, ce phénomène n'a lieu que si le groupe des acheteurs, qui se pose la question, dois-je revendre, a des doutes sur la hausse. Les acheteurs deviennent donc des vendeurs potentiels, hein, des vendeurs potentiels. Si le groupe des acheteurs potentiels, si je pose la question, dois-je racheter, et le groupe des indécis, donc ces deux-là, si le groupe des acheteurs potentiels reste important, alors le pullback reste un pullback et on part en tendance. Sinon, le range est réintégré avec en général une sortie par le bas du range qui suit l'essai de sortie par le haut. Et cette sortie par le bas sera alimentée en fait par un groupe important d'acheteurs, c'est-à-dire des personnes qui se posent la question, dois-je revendre? Et quand on arrive sur le support, ça panique, ou quand on essaye de le passer, à ce moment-là, ça panique sur le bas. Et le groupe qui était relativement important des acheteurs, c'est-à-dire des vendeurs potentiels, ceux qui se posent la question, dois-je revendre? Alors, vend massivement et fait baisser le marché.
Donc, je vous laisserai voir un petit peu tout ça. Il faut y revenir plusieurs fois, mais une fois qu'on comprend les flux de marché, on peut souvent interpréter et entrevoir qui agit, quelle est l'importance des groupes, et donc ce qui potentiellement devrait se passer à l'avenir, c'est-à-dire est-ce que le groupe des vendeurs vont faire monter les cours en se rachetant, ou est-ce que le groupe des acheteurs vont faire descendre les cours en vendant. Donc voilà un exemple de ce qui se passe. Donc on arrive sur un range. C'est un exemple typique, enfin bon, relativement courant quand même très courant. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser assez simplement en discrétionnaire et de façon régulière. Alors ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'un range globalement? On tape un support, on tape une résistance. On tape un support, on tape une résistance. On tape un support, on tape pas la résistance, mais on reste dans le marché. On tape la résistance, on tape pas le support et on s'extrait. Voilà, ça c'est typique exactement de la sortie de range qui est intéressante à trader. C'est vraiment un setup, une configuration qui ne peut que vous aider à passer dans le camp des gagnants. Ce qu'il faut retenir de cette configuration, c'est d'une part que et ça c'est le plus important, que le dernier mouvement n'a pas été jusqu'au support. S'il n'a pas été jusqu'au support, ça veut dire que le mouvement a été contré par des acheteurs en fait. Donc il n'y a pas eu assez de vendeurs pour les faire descendre. Plus personne ne croit à la vente, ou tout au moins on n'y croit plus. Donc ça aura beaucoup plus de facilité à passer la résistance et à monter directement. Avec quelquefois des pullbacks, mettons une fois sur deux à peu près, mais il ne faut pas s'en faire tant que, ici vous avez la moyenne mobile 20, c'est celle qui va se mettre au milieu du range la plupart du temps, et c'est celle qui vous donnera en fait une idée globale. Vous voyez, on ne passe pas la 20 ou très peu, on la passe pas ou très peu, on revient dessus, on passe pas le milieu du range, et en même temps on ne passera pas la moyenne mobile 20. Et au moment où on s'extrait des cours, la moyenne mobile 20 doit être, à ce moment-là, doit être montante. Si elle est descendante, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors, j'avais une question, pardon, que je n'ai pas vue. Roger, la question était pour la question d'Oblique. Les stocks qui sautent font donc passer les acheteurs dans le groupe des indécis. Effectivement, les stocks qui sautent font passer les acheteurs dans le groupe des indécis. Puisque, en fait, les acheteurs sont ici, et si leur stop saute, ils passent d'abord vendeur et ensuite dans les indécis. Et en passant vendeur, bien sûr, ils renforcent la baisse éventuelle. Puisqu'ils sont là, si les stops sautent, le dois-je revendre pour une partie, pour ceux qui ont des stops à ce moment-là, quand les cours baissent, dois-je revendre? Ils se disent, ah bah oui, mon stop est touché, donc je vends. Et cette vente alimente le marché vers la baisse. Et eux repassent dans les indécis. Il faut revenir plusieurs fois sur ce tableau. Il faut bien comprendre comment il fonctionne. J'ai eu un petit peu de mal à le faire de façon assez simplifiée, suffisamment simplifiée pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Mais ça, c'est à mettre à la limite dans un petit coin de votre écran pour vous rappeler d'interpréter en fait les cours et de voir ce qui se passe. Donc ça, on a parlé. Alors ça, vous allez me dire, c'est la même. Non, non, c'est pas la même. Pour vous montrer que ce type de configuration est vraiment intéressant à faire. Donc là, c'est pareil, le range est relativement établi, et on regarde ce qui se passe à la sortie de range. Est-ce que je vais prendre le signal de sortie de range ou pas, avec deux filtres, entre guillemets. Est-ce que, juste avant, on a réussi à aller au bas? En fait, on avait été au bas, on s'est maintenu au milieu, on n'est pas redescendu au bas, on est remonté et on casse le haut. Le fait qu'il y ait une cassure. Et au moment de la cassure, est-ce que la moyenne mobile 20 est haussière? La réponse est oui. En fait, elle passe haussière sur la cassure.
ce qui arrive assez souvent. Hein. Et là, dans ce cas, on prend effectivement le signal et on prend position. Alors, ce que je vous dis ici à la hausse avec des exemples haussiers, c'est également valable à la baisse. Hein. Mais bien sûr, à la baisse, il y aura cette impossibilité à revenir sur le bas. Alors, voilà un exemple baissier. Donc, un marché qui était globalement baissier, qui s'est stabilisé avec une forte amplitude et puis une plus petite amplitude, un range. Donc, c'est à ce moment que ça devient intéressant. Donc, vous avez effectivement un range, bon, c'est un petit peu plus par là peut-être, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas et plus de hauts. Plus de hauts. Et on attaque par deux fois d'ailleurs, en cassant vraiment le bas du range sur cette bougie, puisque là, en fait, on est légèrement, sur cette bougie-là, on est légèrement au-dessus du plus bas du range. Hein. Donc, on casse réellement avec cette bougie, avec une moyenne mobile qui accompagne à la baisse et qui, vous voyez, elle n'a pas servi de résistance, la moyenne mobile, ça n'existe pas. Enfin, une moyenne mobile ne sert pas de résistance. Elle visualise une résistance, mais la résistance est sur les cours, elle n'est pas sur la moyenne. Donc là, vous avez effectivement un départ et un départ relativement violent hein, par rapport, disons, au range antérieur, avec un essai de pullback qui n'y arrive pas et une tendance globalement baissière derrière. Donc ce système de travail de range est rémunérateur. Il filtre beaucoup, c'est-à-dire que vous avez des ranges pour lesquels ça ne va pas se présenter de cette façon. Dans ce cas, il faut avoir la force, si on utilise cette méthode, et cette méthode exclusivement pour les sorties de range, il faut avoir la force quand vous voyez une sortie de range, mais que tout n'est pas correct, au moins les deux configurations dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la M20 qui descend et l'impossibilité récente de rejoindre le haut. Hein, si vous n'avez pas ces deux éléments, il est assez imprudent, disons, et vous aurez un moins bon pourcentage de réussite si vous tradez les cassures de range. Est-ce qu'il y a des questions sur les cassures de range tant que je suis là? Je vous laisse quelques secondes quand même pour taper. Bon, a priori, pas de questions, mais bon, il faut le temps de taper aussi. Bon, je reviendrai éventuellement dessus s'il y a des questions qui viennent. Maintenant, on va parler de quelque chose, un phénomène qui est extrêmement utile en trading, c'est l'exagération, l'accélération de fin de mouvement, l'exagération du mouvement. Alors, le principe est simple. Hein. Vous voyez, vous avez ici, par exemple, un canal haussier, une hausse, et tout d'un coup, on sort au-dessus du canal, donc dans le sens du mouvement, et bien souvent avec des bougies relativement violentes. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un signal, si vous voulez, qui est un signal essentiellement de sortie. Hein. Si vous êtes dans une tendance, si vous êtes en position, et que vous voyez d'un coup les cours qui s'accélèrent comme ça, vous devez vous poser immédiatement la question, dois-je revendre? Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, l'essentiel des intervenants sont acheteurs en fait sur le marché, c'est-à-dire ils font les vendeurs par contre, dois-je racheter? Il est quasi épuisé parce qu'ils ont vendu sans arrêt, donc ils sont venus sur les indécis, ils sont même peut-être éventuellement repassés à l'achat pour aller dans le groupe des acheteurs, c'est-à-dire dois-je revendre? Donc étant donné que ce groupe, le groupe des vendeurs, est quasi épuisé, il y a beaucoup moins de monde à la vente, les acheteurs, surtout parmi les indécis, hein, puisqu'il y en a qui sont déjà acheteurs ou bien ceux qui veulent renforcer leur position, mais ce groupe étant quasi inexistant ou beaucoup plus clairsemé, en fait, les acheteurs doivent aller chercher de plus en plus haut et de plus en plus rapidement parce qu'il y a peu de vendeurs. Hein, donc, ils doivent aller de plus en plus haut, d'où l'exagération des cours.
Alors, c'est quelque chose qu'on rencontre aussi très souvent. Alors, il arrive bien sûr qu'il y ait des tendances où il n'y ait pas d'exagération finale, hein, ça c'est évident. Mais assez souvent, on voit ce phénomène d'exagération à la fin des tendances. Donc, vous devez, quand vous voyez une accélération comme ça, vous devez vous dire, le marché est gentil. Le marché est gentil, il me donne beaucoup d'un coup. S'il me donne beaucoup d'un coup et qu'il est gentil, je ne vais pas le contrarier, hein, je vais sortir de ma position. J'ai des petites questions là, je vois. Les stops, ça c'est fait. Et si c'est Steven qui revient. Et si la tendance moyen terme est haussière, peut-on vendre la sortie de range? Oui, si elle a une bonne configuration, c'est souvent l'occasion en fait d'une correction baissière, même sur une tendance haussière. Oui, tout à fait, on peut. Une question de Frédéric. Quelle moyenne utilisez-vous? Moi, à titre personnel, je n'ai que 2 moyennes sur mes graphes. La moyenne mobile 150 exponentielle que vous avez vue, qui fait partie de la détermination de la zone neutre, de laquelle on s'éloigne ou vers laquelle on revient. Et j'utilise également la moyenne mobile 20, parce que beaucoup de gens la regardent et parce qu'elle apporte effectivement quelques informations dans des cas particuliers. Donc je reviens sur l'accélération de fin mouvement. Donc le groupe des dois-je racheter est peu important, c'est-à-dire qu'on n'alimente que très peu, et vous avez une aubaine, c'est ce que je vous disais, vous avez une aubaine en fait. Cette exagération rend une grande proportion des vendeurs potentiels, ceux qui sont acheteurs, hein, ceux qui se posent la question, là, à chaque fois je vous ai marqué la question, dois-je revendre, pour que vous voyez où sont les vendeurs potentiels, où sont les acheteurs potentiels. Donc cette exagération va les transformer en vendeurs, puisque c'est une aubaine. Le marché nous donne beaucoup, ok, on prend. Hein. C'est ce que je vous dis qu'il faut guetter, qu'il faut faire. Donc ces vendeurs vont se transformer en indécis hors marché. Hein. C'est une réaction derrière, une réaction baissière qui va se produire. Si beaucoup d'acheteurs, les dois-je revendre, se transforment en vendeurs, en dois-je racheter, et non pas en indécis hors marché, alors le marché a des chances de stagner. Parce que le groupe des acheteurs alimente car ils vont soutenir les cours. Ils sont dans la position dois-je racheter, donc ils vont soutenir les cours. Puisqu'ils sont vendeurs, ils soutiennent les cours. Ils sont en position de vente, ils soutiennent les cours parce que ce sont des acheteurs potentiels. Si beaucoup d'acheteurs, par contre, se transforment en indécis, ils n'alimentent pas le dois-je racheter. S'ils n'alimentent pas le dois-je racheter, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs potentiels. Et s'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs potentiels, les vendeurs potentiels, effectivement, vont faire baisser le marché. Le marché va baisser par manque d'acheteurs potentiels, puisque les vendeurs passent en indécis et ne passent pas directement en dois-je racheter. Flèche marron. OK? Donc voilà le phénomène d'exagération et voilà ce qu'il faut guetter en fait pour sortir de position la plupart du temps. Ce n'est pas forcément un signal de vente. Hein. Il y a possibilité de dérive latérale. Par contre, pour les sorties de position, c'est précieux. Voilà. Alors, des exemples de sortie de position. Là, vous voyez, vous avez un petit canal haussier bien tranquille. Là, une statistique sans doute. Et derrière, sortie haussière. Oh, aubaine. On revient, surtout qu'il y avait une résistance ici. Ah, tiens, il y en a qui réessayent d'acheter ici sur cette bougie. Et oui, il y en a souvent qui se disent « Oh là là, ça monte, j'ai raté la première hausse, je vais prendre la deuxième et ça va partir. » Non, non, la plupart du temps, ça ne part pas. C'est juste aller chercher encore plus de vendeurs potentiels pour descendre derrière. Donc non, surtout ne vous faites pas avoir par ce système, c'est-à-dire quand on revient sur une exagération. Quand on revient sur une exagération, tous les vendeurs qui voulaient vendre à ce niveau
mais qui n'ont pas vendu parce qu'on est redescendu en dessous, ils sont bien contents de trouver ce cours-là pour vendre. Donc là, ils vont entrer en action. Et vous, ce que vous allez acheter, si vous achetez à ce moment-là, ce sera une patate chaude. Il faudra la refiler à quelqu'un parce qu'on vous aura donné une patate chaude. Donc ça brûle, ça fait mal. Descendre des cours. Alors une question de Jean-Charles. Quand on sort d'un canal haussier par le haut, ne voit-on pas souvent une accélération de la hausse dans un nouveau canal de pente plus forte? Ça peut se produire, bien sûr. Il se peut que l'exagération forme ensuite un nouveau canal avec une pente un petit peu plus forte. En général, c'est si la tendance est relativement longue quand même déjà. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va voir plus en daily, par exemple. En daily, vous pouvez avoir ça avec un rétrécissement de tendance. Et là, c'est ce que j'appelle une tendance en ligne. Les tendances en ligne, on ne peut jamais savoir quand elles vont s'arrêter. Il faut jamais aller contre, en tout cas, les exagérations qui continuent comme ça. Il faut là surtout pas aller contre. C'est pour ça que ceci n'est pas un signal de vente. C'est ce que je vous disais. Hein. Surtout, ne prenez pas comme un signal de vente parce qu'il y a une possibilité toujours de repartir effectivement, comme dit Jean-Charles, un peu plus fort et dans un canal plus étroit la plupart du temps. Hein. Pour la logique des acheteurs, ça c'est Roger qui me dit, pour la logique des acheteurs indécis ou vendeurs, les volumes sont observés, donc non. Oui, éventuellement, mais les volumes sont trompeurs parce qu'ils vous donnent le volume des échanges. Ils ne vous donnent pas le volume des acheteurs potentiels, ils ne vous donnent pas le volume des vendeurs potentiels. Donc, il faut aller plus en raisonnement global. C'est-à-dire que si les cours montent, c'est toujours par un renforcement des acheteurs, c'est-à-dire les acheteurs sont de plus en plus nombreux et les vendeurs sont toujours de moins en moins nombreux. Et arrive le moment où il y a un déséquilibre, et là, la tendance va s'arrêter, va se transformer la plupart du temps en corrective, quelquefois en tendance en ligne. Et là, je vous dis, sur une tendance en ligne qui part comme ça éventuellement, là, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas aller contre. Il faut observer, éventuellement se mettre dedans, hein, puisque le canal, dans ce cas, souvent est plus petit que le canal précédent. Et il faut éventuellement se mettre dedans et puis suivre le mouvement et essayer de gagner le plus possible. Mais là, tous les signaux techniques sur les tendances en ligne, tous les signaux d'indicateurs techniques vont être faux. Ils vont vous donner des signaux de vente non-stop alors que les cours continuent à monter. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces accélérations. Vous placez votre stop loss au niveau du bas du range. Quand on est dans un range. Donc, oui, quand on est dans le range, donc pas dans l'exagération là. Quand on est dans un range, on peut placer le stop ou bien au niveau du bas du range, ou bien sous le milieu, c'est-à-dire à l'endroit, vous avez vu les cours, quand on achète, quand on veut acheter, une sortie par le haut du range, les cours, normalement, si la configuration est bonne, n'ont pas réussi à descendre sous à peu près le milieu du canal. Donc c'est cette partie-là, vous comptez quelques ticks en dessous, hein, qui va constituer votre stop, et si vous voulez, un stop un petit peu plus serré que le bas du range, pardon. Je pourrais plus vous le montrer quand même, mais je reviens sur un range. Bon, voilà, c'est la position inverse. Hein. Donc, ce que je vous dis, c'est là, on a une cassure baissière sur le range. Bon, ensuite, les cours partent. Où est-ce que je mets mon stop? Je regarde ici, voilà, où on a été au plus haut sans être capable d'aller sur la résistance. Et je vais placer mon stop quelques ticks au-dessus, ce qui permet de gagner un petit peu de distance quand même au cas où les cours se retournent. Donc là, on revient sur les exagérations. Là, c'est pareil, une tendance baissière avec relativement bien délimitée et tout d'un coup, une accélération forte. Il faut apprendre à dire au marché merci, au revoir.
c'est le marché. Quand le marché vous donne beaucoup, sachez le prendre. Mais attention, quand le marché vous donne beaucoup, sachez le prendre. Si le marché vous donne un peu, sachez ne pas le prendre pour essayer de prendre beaucoup. Protégez éventuellement votre position, mais ne soyez pas ultra content d'avoir un petit gain. Les petits gains vont compenser les petites pertes. Hein. Mais c'est tout. Ils ne vont pas vous faire monter le compte de trading. Ce qui va vous faire monter, ce sont les gros gains, en fait. C'est eux qui vont faire la différence à une condition. C'est que vous soyez capable, psychologiquement et techniquement, et surtout psychologiquement, d'éviter les grosses pertes. Voilà un autre exemple hein, sur une autre tendance propre également, tranquillement, avec des points d'appui sur le haut et le bas de la tendance. Alors, ça peut, quand vous tracez une tendance comme ça, un canal, il peut y avoir des petites biquettes à droite, à gauche, ça n'a pas d'importance, mais elles ne doivent surtout pas, en fait, dépasser les hauts. Ce sont les hauts qui sont importants dans le tracé, si vous voulez, et non pas les bas, ici, pour une tendance haussière. Pourquoi ce sont les hauts? Parce que c'est ça qui va vous permettre de déterminer si on a une exagération ou pas. Donc, il y avait une première possibilité ici. Hein, là, c'est qu'il fallait être très rapide pour pouvoir sortir, pas évident, mais si vous n'étiez pas sorti, vous voyez, vous aviez une deuxième possibilité, et là, une exagération encore, et la possibilité de revendre. Vous avez 15 minutes pour vous décider ici, quand même, n'attendez pas 15 minutes, quelques minutes vont suffire hein, pour réagir, voire une minute. Il faut très rapidement voir qu'on a eu des gains importants, plus importants que ce qu'on attendait si on avait suivi la tendance, d'un seul coup. Donc, merci, au revoir. Et c'est pas grave si ça va plus haut, si c'est une tendance en ligne qui se déclenche, vous aurez probablement une possibilité d'entrer dans cette tendance et d'essayer d'y rester. Mais chaque trade, il faut pas faire un trade en ayant plein de visions derrière, si vous voulez, plein de scénarios possibles derrière, et en particulier pas de scénario exceptionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur l'exceptionnel, en fait. Il faut compter sur quelque chose qui arrive relativement souvent hein, et qui n'est pas exceptionnel. Les sorties par le haut ne sont pas exceptionnelles dans les tendances haussières, de même que les sorties par le bas ne sont pas exceptionnelles dans les tendances baissières. Alors ici, est-ce que vous voyez où se situe l'accélération que je voulais vous montrer? Et le réflexe consiste à chercher ici. Ben non, l'accélération, elle est là en fait. Voilà une tendance qui était baissière, relativement régulière. On le voit avec la distance de la moyenne mobile qui reste 20, qui reste relativement stable par rapport à la tendance elle-même. Sauf au moment de l'exagération, où là, elle se rapproche. Et là, effectivement, une exagération. Merci, au revoir. On prend ce que le marché a donné parce qu'il a donné beaucoup, et beaucoup d'un coup en particulier. Et là, on se trouve dans un système de range, un range qu'on a déjà vu. Par contre, ici, vous n'avez pas d'exagération. Bien que le dernier mouvement soit relativement important, c'est très difficile de détecter une exagération. Tiens, je vais essayer l'outil de dessin. Crayon. Et mais presque. Donc là, vous n'avez pas en fait d'exagération. Il y a des fins de tendance pour lesquelles il n'y a pas d'exagération. C'est pas systématique non plus. Et effacer tous les dessins. Voilà. Donc, voilà. J'ai passé 2 dias peut-être là, non? Non, une seule. Voilà encore une exagération de fin de tendance. Hein, c'est quelque chose qui arrive, je vous dis, relativement souvent hein, sur les mouvements. Et là, il ne faut pas hésiter. Et enfin, on va parler aussi de l'action-réaction. Alors, qu'est-ce que c'est l'action-réaction? C'est une succession, en fait, de bougies qui se traduit par une bougie blanche suivie d'une grande bougie rouge. En fait, on a deux phénomènes, une action et une réaction. Alors, l'intérêt des actions-réactions, c'est qu'elles signalent beaucoup. Là, ici, elle est en sortie en plus de tendance, donc
il y a quand même une signification importante. Hein. On a essayé de sortir, mais on a été immédiatement repoussé. Okay, mais souvent, ce type de structure va vous donner éventuellement des points d'entrée s'ils sont dans le sens de la tendance, hein, ou bien le niveau d'une résistance ici, ou d'un support si ça se situe en dessous, bien sûr. Donc, lors de l'action, en fait, c'est le même phénomène que lors de l'accélération. Mais la différence, c'est que c'est une augmentation faible du groupe des acheteurs potentiels. Donc, ceux qui se posent la question, dois-je racheter? Et le plus gros donc de ces acheteurs potentiels, des vendeurs, passe en indécis et non pas en acheteurs potentiels. Donc, ils vont rester indécis, ils ne vont pas passer en acheteurs potentiels. Donc, les acheteurs potentiels, c'est dois-je racheter? La réaction baissière est donc forte. Cette réaction marque une zone de résistance. Il se crée donc un équilibre après entre les ventes et les achats après la réaction. Après la réaction, en général, il se crée un équilibre entre les ventes et les achats parce que les indécis ne sont pas portés à acheter la résistance. Ils sont plus vendeurs en fait potentiels qu'acheteurs potentiels. Hein. Donc les indécis ne sont pas tellement enclins à retester une zone de résistance qui a été repoussée comme ça directement. Hein. Ils sont plus vendeurs potentiels qu'acheteurs potentiels, les indécis. Donc ils s'appuieront plutôt sur la résistance. Hein, on va y arriver. Ils s'appuieront plutôt sur la résistance pour prendre une position baissière. Alors l'action-réaction, c'est éventuellement un signal de sortie. On voit ici un signal de sortie, mais elle peut également devenir un point d'entrée. Alors, on les voit sur les graphes, on les tient directement. Donc, vous voyez ici, par exemple, on était en tendance baissière, on a entamé un mouvement de correction haussière pour rejoindre la zone neutre, et puis il y a eu une tentative de hausse qui était un petit peu en exagération aussi par rapport à ce qu'on avait vu. Et ensuite, une action, une réaction. Alors, ce système, ce setup, en fait, cette configuration doit, de préférence, être séparée des cours. C'est-à-dire que, globalement, elle doit apparaître comme le nez au milieu de la figure, pratiquement. Hein. Parce que vous trouvez des actions-réactions un petit peu, vous pouvez essayer, si vous trouvez des actions-réactions un peu partout, c'est que c'est pas bon. Là, on est vraiment à plat, on a une action-réaction, une sortie vers le haut, mais ça ne veut pas encore dire grand-chose, hein, parce qu'elle n'est pas vraiment nette. Vous avez des bougies beaucoup plus importantes autour, ce sont des bougies de taille relativement normale finalement. Les bougies d'action-réaction sont la plupart du temps des bougies quand même de belle taille, ou qui se détachent complètement des cours. Voilà, on a ici des actions-réactions, hein, celle-ci que je vous ai montré donc tout à l'heure. Et là, je voulais montrer quoi d'autre? Pas grand-chose. Là, on n'a rien, là, on n'a rien. Là, on a une action-réaction, mais en plusieurs bougies, donc c'est moins intéressant. Et là, vous avez une action-réaction, là, par contre, qui est relativement intéressante. Parce que, contrairement à ce qui se du range précédent, à peine. On est à peine légèrement plus bas avant que la réaction arrive. Hein, là. Et là, vous avez une action-réaction qui est assez intéressante et qui peut vous servir cette fois de point d'entrée. Vous voyez les cours, bon, une grande poussée haussière, un grand retour, etc. Puis on a pris une direction globalement haussière qui est matérialisée par les mêmes 20 ici. Hein. C'est une et tout d'un coup, on a une cassure vraiment nette avec une bougie qui se détache. Hein, c'est quand même une bougie, cette fois de taille plus importante que les petites bougies précédentes, et une réaction derrière. Donc, il y a une tentative baissière, hein, mais les acheteurs potentiels étaient très nombreux et ils ont repris la main très largement. Ils ont repoussé action, réaction,
et derrière, c'est la tendance qui reprend. Donc, vous pouvez avoir des points d'entrée donc avec cette configuration. Alors, cette configuration peut être particulièrement exagérée, en particulier sur des phénomènes comme les statistiques, où là, vous avez des actions et réactions qui sont monumentales. Ça peut se trouver également sur du daily, sur les grandes unités de temps, même sur du weekly éventuellement, hein. Donc, à surveiller éventuellement pour ne pas aller contre les grosses unités de temps, les grosses tendances. Il y a beaucoup de coupures de son. Ça va mieux là, j'espère. Voilà, ici, typiquement, en plus, vous avez une action-réaction sur une sortie par le bas, hein, une exagération baissière. C'est couplé ici, action-réaction bien propre sur une sortie. Éventuellement, vous allez jouer la corrective. Ça peut également ici être un signal d'entrée. En tout cas, c'est un signal de sortie parce que c'est une exagération baissière. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? Je vous laisse quelques minutes, enfin 1 minute disons. Ah, donc s'il y a un problème de son, Raymond, c'est plutôt de ton côté, mais c'est pas grave parce que le webinaire est enregistré, donc il sera consultable sur WHS. Alors, pendant que éventuellement vous tapez les questions, je vous ai mis donc en fin de PowerPoint où trouver le signal de cassure haussière. Donc, je vous rappelle, dans le WHS Store, WHS, signaux, bullish breakout, et c'est là enfin. Hein. Il y a 5 niveaux quasiment à franchir avant d'y accéder. Vous avez une autre possibilité, si vous avez le pack d'indicateurs Mogalef, donc il se situe bien sûr dans le pack, et avec le nom de EL Bullish Breakout 2, au lieu de Signal Bullish Breakout Line. C'est exactement le même indicateur. Donc tout ça, vous le trouvez parmi d'autres indicateurs, hein, des filtres d'ATR par exemple, des systèmes de breakout auto-adaptatifs, c'est-à-dire qui regardent ce qui s'est passé récemment pour reproduire ce qui s'est passé récemment et non pas ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc, ils s'adaptent, les valeurs s'adaptent en fait au marché actuel. Vous avez bien sûr la cassure baissière. Block Day, c'est très intéressant parce que vous avez quelques systèmes ou des setups qui sont intéressants quand ils se rencontrent tel jour ou tel autre jour, ou bien toute la semaine, mais pas tel jour. Donc ça permet de trier un petit peu les trades, de les trier dans le temps pour ne suivre des signaux, ça peut être n'importe quel signal bien sûr, hein, ne suivre des signaux que si on est dans les jours potentiellement intéressants. Un petit mot, Eric. Tu disais pour retrouver quelque chose, là, ce qui est à l'écran actuellement, les fenêtres oui, on peut aussi taper ici. Voilà, c'est ça. Bien oui, vu. C'était ce que je voulais signaler. On va plus vite si on connaît le nom, bien sûr. Si vous tapez bullish, par exemple, ici, là, vous n'aurez plus que le bullish breakout, je pense. Tout à fait. Voilà. Donc, à partir du moment où vous connaissez le nom ou une partie intéressante du nom, il suffit éventuellement de le taper ici. Ouais. Et souvent, on a le réflexe de chercher. C'est pour ça que je montre où ça se situe. Donc, les bandes Mogalef, là, c'est la projection de ce qui va se passer, de ce qui va se passer, de l'éventuel range qui va se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a les niveaux hauts, médium et bas. Ce sont des projections, donc quelque chose qui devrait éventuellement se passer et qui permettent d'avoir des bons objectifs et des bons supports d'une manière générale. Tout ce qui est divergence, hein, CCI divergence, MACD divergence, RSI divergence, tout ça disponible en automatique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une divergence, vous êtes averti, ou éventuellement, si vous êtes en automatique, vous passez directement acheteur, des stops,
des triangles, détection de triangles, comme on a la détection de bullish breakout, de cassure haussière, on a la détection des triangles, on a les stops qui vont avec les triangles, les wedges, c'est-à-dire les biseaux, enfin, etc. Donc ça, c'était vous présenter ça. Vous avez également, d'ailleurs, si juste le filtre Mogalef vous intéresse, il est possible de le prendre à part sur la plateforme WHS. Donc, si vous voulez un petit peu plus de renseignements, vous allez sur le site Mogalef Trading et vous allez cliquer sur Mogalef Tools and Indicator Club. C'est en anglais parce qu'il y a plus de visiteurs étrangers que de visiteurs français, mais d'une manière générale, il y a toujours la possibilité ici, avec un petit drapeau français, d'avoir la version française. Donc là, vous avez l'ensemble des indicateurs et la possibilité de voir en détail comment ils sont faits, comment les utiliser éventuellement. Vous avez même dans le menu indicateur, donc cette fois, le mode d'emploi des indicateurs avec tous les paramètres et ce à quoi ils correspondent. Alors, en ce qui concerne, hop là, normalement ça marche. Exact. Donc, en ce qui concerne le PowerPoint, je ne sais pas un PowerPoint que je vous mettrai, c'est un PDF bien sûr. Le PDF, donc voilà la page d'accueil français actuelle de Mogalef Trading. Alors, dans le menu Home, voilà, vous avez directement accès à l'indicateur. Donc, c'est le menu en anglais ici, enfin, le Home en fait du site qui est en anglais. Donc, vous avez possibilité de télécharger, c'est gratuit, le bullish breakout avec l'alerte. Donc, l'alerte au moment où la ligne se forme, d'une part, et au moment où elle est franchie, d'autre part. Et maintenant, vous voyez, si vous avez cette page en français, c'est là, sur un bouton ici, que je vous mettrai le téléchargement du PDF. Donc, je vous mettrai ça demain dans l'après-midi. Donc, demain dans l'après-midi, vous faites un tour sur Mogalef Trading, vous téléchargez, et vous aurez donc le PDF de la conférence. Voilà, donc on a fini en fait. Je regarde un petit peu, pas de problème de son. Une question de Jean-Christophe. On peut utiliser sur Action et CFD, bien sûr, bien sûr. Tout ce dont je vous ai parlé ici, c'est un comportement des cours dû au comportement humain, en fait, ou au programme programmé par des humains, ce qui revient à peu près au même, finalement. Donc, vous pouvez l'utiliser sur tout type de support. Ce sont des configurations qu'on retrouve partout, que ce soit sur les monnaies, sur les actions, bien sûr, les CFD par définition aussi, mais aussi sur le gold, par exemple, sur les bitcoins éventuellement. Ça, c'est à vérifier quand même. Là, je m'avance un petit peu. Il faudra regarder un petit peu comment. Il faudrait que je me penche plus dessus parce que je suis loin d'être un expert en bitcoin ou en autres crypto-monnaies. Mais en principe, comme il s'agit de la traduction de comportements humains, si ça se retrouve quelque part, ça se retrouvera à peu près partout en fait.